le Liban a changé. C'est une pierre d'achoppement qui a changé, je dirais, la politique libanaise et qui va amener le Liban ou bien à une reconstruction ou bien à un effritement total. Bonjour et shalom, Richard Darmon au micro du studio Kalita pour notre magazine hebdomadaire Israël au cœur du Moyen-Orient avec comme invité cette semaine, j'allais dire force oblige, Jacques Neria. Bonjour Jacques. Oui, bonjour. Jacques, je rappelle que vous êtes un ancien officier des renseignements militaires de Tsahal et aussi ex-conseiller politique et diplomatique du Premier ministre Yitzhak Rabin. Entre-temps, vous avez été attaché militaire israélien en France, en Belgique et au Luxembourg. Et puis, vous êtes actuellement expert en affaires moyen-orientales au GCPA, le Jerusalem Center for Public Affairs, où vous continuez de publier, j'allais dire régulièrement, des analyses approfondies et des études sur la situation dans les pays arabes qui nous entourent. Alors, première question pour ce parcours qu'on va faire sur pour répondre à la question, est-ce que le Liban va pouvoir se sortir de cette crise et quel est l'avenir du Liban? Depuis la longue guerre civile qui avait frappé ce pays de 1975 à 1990 pendant 15 ans, le désastre de la semaine dernière à Beyrouth, qui a coûté 15 milliards, au moins 15 milliards de dollars, et détruit le quart des logements de la ville. Est-ce que depuis cette guerre civile, on peut dire que c'est la catastrophe la plus grosse qu'a connue le pays du Cèdre? Écoutez, du point de vue catastrophique, oui, des désastres, je dirais, sur le terrain, des désastres urbains, effectivement, un tiers de la capitale libanaise a été touché. Il y a près de 250 000 à 300 000 habitants beyrouthins qui ont perdu leur logement ou qui ne peuvent plus habiter pour l'instant dans leur logement. Il faudra tout simplement les réparer, les rénover. Et je dirais le port de Beyrouth est complètement détruit. Donc, tout le transport, tout le trafic a été dévié vers le petit port de Tripoli. Donc, ce qui fait que pour l'instant, le Liban je dirais, est en prise à une grave crise de pénurie alimentaire, puisque les silos de blé et de grains du port de Beyrouth, qui était le principal entrepôt stratégique du pays, ont été détruits. Donc, ce qui fait que d'ici 2-3 jours, si jamais la farine n'arrive pas et les grains n'arrivent pas au Liban, il n'y aura pas assez pour faire vivre les Libanais. Le pain qui est je dirais le principal plat pour les Libanais et tout simplement sera en manque. Et là, je dirais, c'est vraiment la catastrophe. On n'arrive pas à décrire exactement, je dirais, l'état d'effritement dans lequel l'État libanais se trouve. Déjà, avant cet incident, il y avait déjà le corona qui était en train de décimer, je dirais, la population libanaise. Et là, s'ajoute maintenant ce drame, cette tragédie qui risque, je dirais, d'amener le pays à tout simplement à un effritement total. Alors justement, dans ce contexte de grande confusion, et vous rappeliez à juste titre que les réserves alimentaires de l'aliment de base, que reste le pain, étaient de quelques jours seulement, ce qui est quand même une situation très dramatique pour un pays de ce genre. C'est dans ce contexte que le président Aoun s'est payé le luxe, si je puis dire, de déclarer le 7 août, pendant ce dernier week-end, que le gouvernement établirait, si oui ou non, l'explosion terrible de ces plus de 2700 tonnes d'ammoniac serait dû, a-t-il dit, je cite, à un missile ou à une bombe, ce qui en fait sous-entendait une intervention extérieure, une intervention étrangère. Et là, c'est un petit peu le comble de la manipulation. Vous avez si bien dit, je dirais c'est pathétique, parce que tout juste aujourd'hui, l'Élysée vient de publier comme quoi tout cela toutes les preuves sur le champ semblent paraître qu'il y ait un incident qui est dû naturellement à une manutention horrible, à une corruption sur le champ.
Il y a beaucoup de questions qui se posent aujourd'hui. Donc, principalement, est-ce que vraiment il y avait 2750 tonnes de nitrate d'ammonium ou bien il y en avait uniquement 500, puisque les experts en explosifs disent très clairement que si jamais 2750 tonnes avaient explosé, c'était Beyrouth qui était effacée complètement. Et eux prétendent qu'il y avait uniquement 500 tonnes sur place qui avaient explosé. Et Ça rappelle justement la catastrophe de Toulouse en France, où là-bas, il y avait 350 tonnes qui avaient explosé, qui avaient fait beaucoup de dégâts. Donc, ce serait plutôt dans ces normes, dans ces proportions-là. Ce qui semble être, c'est que les 2750 qui étaient là avaient été pillés et ravagés, je dirais, par des voleurs et des brigands ou des politiques qui avaient utilisé cela. Je vous rappelle, par exemple, en 2015, en mai 2015, il y a un Libanais avec un passeport canadien qui était un membre du Hezbollah qui a été arrêté à Chypre en mai 2015. Et avec lui, il y avait 8 tonnes et demie de nitrate d'ammonium. Et ce membre de Hezbollah visait naturellement des cibles israéliennes dans l'île de Chypre. Donc, pourquoi 8 tonnes et demie? Est-ce que, je dirais, les opérateurs de Hezbollah ont puisé à ce dépôt-là et ont utilisé ce dépôt-là pour leur fin, je dirais, maléfique? Je pense que oui. Mais ce qui est intéressant en soulevant ce lièvre, si je puis dire, c'est que vous nous rappelez que dès le lendemain de l'explosion terrible à Beyrouth, le service, enfin du moins le ministère allemand des Affaires étrangères, mais aussi celui de Grande-Bretagne, a fait savoir, a fait une mise au point assez, je dirais, pertinente, montrant les accointances et les habitudes du Hezbollah de manipuler de l'ammoniac, puisque ils ont rappelé l'un et l'autre que des bateaux, des cargos avaient transité dans certains ports allemands et britanniques avec des quantités énormes d'ammoniac à destination de Beyrouth, qui ne sont pas évidemment des envois à des fins industrielles. Écoutez, j'ajouterais que les experts en explosifs qui ont regardé de près les vidéos qui ont été publiées et qui ont analysé le nuage qui s'est propagé sur Beyrouth sont arrivés à la conclusion qu'il s'agissait de munitions qui avaient brûlé au début. Donc, c'était un dépôt de munitions de Hezbollah et que ces munitions-là avaient beaucoup à faire avec les dépôts de missiles de Hezbollah. Donc, ce qui s'est passé actuellement, il y a deux principaux acteurs. C'est le président libanais et Hezbollah qui essaient de se détacher de ce qui s'est passé à Beyrouth. L'un prétend ne rien savoir de ce qui se passe sur le port de Beyrouth. L'autre essaie de coller une théorie comme quoi c'est un élément étranger qui a tiré un missile, une fusée, n'importe quoi, et qui a déclenché l'explosion. Ces deux-là ne marchent pas parce qu'il y a assez de preuves pour prouver, un, que Hezbollah est compromis dans cette affaire-là, et deux, que le président libanais, à 85 ans, semble commencer à divaguer. Et justement, ce qui est intéressant, c'est que dans ce même discours, je crois, de vendredi, Aoun, le président, a exclu pour l'instant toute commission d'enquête internationale. Mais la question que j'aimerais vous poser, c'est celle que tout le monde pose, mais on va essayer de l'approfondir. Quel avenir pour le Hezbollah aujourd'hui, à compter que pour beaucoup de Libanais, effectivement, comme vous le rappeliez, le groupe chiite, le groupe terroriste chiite est lié de près à cette affaire. Il faut d'ailleurs rappeler que Nasrallah, dans son discours du dernier week-end, s'est immédiatement autodisculpé de manière très facile de ce drame en disant que le Hezbollah, je cite, connaissait mieux le port de Haïfa et les secrets du port de Haïfa que les secrets du port de Beyrouth. C'est une pirouette un petit peu macabre, je dirais. Pirouette macabre, encore, c'est pathétique. C'est tout simplement pathétique. Écoutez, c'est un des discours les plus pathétiques que j'ai jamais entendu du secrétaire général de Hezbollah. Je suis, moi, Hezbollah, ça fait plus de 30 ans, bien que c'est la première fois où je vois que le Hezbollah est vraiment sur la défensive. Donc, il le cite, je devais commencer pour vous parler de la tension à la frontière libano-israélienne. Il fallait que je vous parle du tribunal international, il fallait que je vous parle aussi du corona, mais non, laissons ça de côté. Il faut qu'on parle aujourd'hui de ce qui s'est passé. Et donc, lui propose que l'armée libanaise soit la commission d'enquête.
parce que lui, naturellement, l'armée libanaise qui est en coopération étroite avec Hezbollah ne va pas accuser Hezbollah d'implication dans cette affaire-là. Alors que l'opposition, et je dirais, et même le président Macron, ont opté pour une commission internationale. Pourquoi internationale? Parce qu'en analysant ce qui s'est passé, il y a beaucoup d'éléments qui sont impliqués. Il y a la Russie la Russie, la Géorgie, Chypre, il y a Hezbollah, il y a l'Iran, il y a le Liban même. Donc tout cela va ensemble et il faut effectivement qu'il y ait une commission d'enquête internationale, surtout que le fait qu'un des navires qui a été touché dans le port de Beyrouth, c'était un navire qui appartenait à la FINUL. Donc il y a, je dirais, une justification pour une commission d'enquête internationale indépendante et qui donnera ses conclusions. Et ces conclusions ne seront pas, je dirais, sympathiques pour Hezbollah. Alors, un éditorialiste de la presse saoudienne, il y a quelques jours avant le drame de Beyrouth, avait déjà écrit, compte tenu des remous et des tensions qui n'ont cessé de revenir à la une dans ce pays entre le Hezbollah et une partie de la population. Je rappelle les émeutes d'octobre dernier qui étaient quand même très importantes, où le Hezbollah a été hué. Eh bien, cet éditorialiste saoudien a terminé un article d'analyse, donc avant le drame d'aujourd'hui, disant « Pas de Hezbollah sans le Liban et pas de Liban sans le Hezbollah », comme si c'était la quadrature du cercle, et que quoi qu'il arrive, le destin du pays du Cèdre et de cette milice chiite aux ordres de Téhéran était lié pour, j'allais dire, bien plus pour le pire que pour le meilleur. Écoutez, comme je vous l'ai dit, le Hezbollah est sur la défensive. Il est en train d'essayer de sauvegarder ses positions dans le système politique libanais. Il sait très bien qu'il est le sujet de critiques très dures de la part de la population. C'est la première fois qu'on voit des cordes de pendaison avec Nasrallah pendu là-bas, avec le président libanais pendu, c'est une première. Donc, je dirais. Oui, vous faites référence aux manifestations du dernier week-end. Hier soir, donc, ce qui se passe. C'est-à-dire, en fait, oui, effectivement, le 8 au soir, samedi 8 au soir, il y a eu des manifestations qu'on n'avait jamais vues à Beyrouth, qui ont brillé peut-être pas par leur nom, mais par leur intensité. Et aussi par leur nombre. C'est la première fois que les manifestants ont pris d'assaut le ministère des Affaires étrangères, le ministère de l'Énergie et encore d'autres ministères sur place, jusqu'à l'arrivée de l'armée qui les a chassés. Donc il y a, je dirais, ce qui se passe au Liban, il y a un réveil et la population qui est en train de manifester a perdu la peur face à l'armée et face aux forces de sécurité, ce qui nous rappelle ce qui s'est passé en Algérie, ce qui s'est passé en Tunisie, ce qui s'est passé en Égypte et ce qui se passera sans doute ce qui se passe autour de nous. Ce qui veut dire que la principale revendication des manifestants, c'était la démission complète du Parlement libanais et la démission du président et du Premier ministre. Ce qui s'est passé, c'est que le Premier ministre, qui est quand même pas un politique, a devancé Hezbollah et le gouvernement et son propre gouvernement et son propre président en annonçant qu'il allait initier des élections anticipées pour le Parlement et que lui resterait sur son poste, il demeurait dans son poste pendant les deux ça s'est passé dimanche matin, le 9 août, c'est ça? Exactement. Tout se passe très vite maintenant au Liban. Donc, il faut s'attendre à des changements radicaux, je dirais, sur la place. Il est clair, Charles, que ce qui s'est passé au Liban ne peut pas passer inaperçu. Ça ne peut pas être oublié et de le mettre de côté. Ce qui a été ne le sera plus. Le Liban a changé. C'est une pierre d'achoppement, une pierre pivotale qui a changé, je dirais, la politique libanaise et qui va amener le Liban ou bien à une reconstruction ou bien à un effritement total. Alors justement, vous qui connaissez très très bien, pas seulement les données géopolitiques, mais les données socio-économiques et sociologiques, j'allais dire, de ce pays, pensez-vous qu'aujourd'hui, avec ce désastre, on peut affirmer que la capacité de résilience des Libanais a atteint ses limites les plus extrêmes? Écoutez, s'il n'y a pas une aide massive qui viendra au Liban dans les prochains mois, et si cette aide-là n'est pas, je dirais, sécurisée par des moyens que l'argent qui arrivera au Liban ne viendra pas remplir les poches des politiques,
je dirais, le pays court au désastre. Déjà aujourd'hui, il y a le revenu moyen d'un Libanais est de 2,5 $ la journée à Beyrouth, et au nord du pays, c'est 1 $ la journée. Donc, celui qui gagnait 700 $ en octobre, le mois, sa mensualité de 700 $, son pouvoir d'achat aujourd'hui est de 70 $. C'est plus 700 $. Les prix ont augmenté de 80%. 80% des denrées alimentaires au Liban sont importées de l'étranger. Et il n'y a pas de monnaie étrangère, il n'y a pas de dollars pour acheter ces denrées-là. La situation est catastrophique. C'est pour cela, je dirais que nous sommes devant un magma en train de bouger et on ne sait pas de quel côté ça va aller. Alors justement, là, vous évoquiez l'aide étrangère. Lorsque le président Macron, qui a été le premier chef d'État étranger à se rendre au chevet du Liban ravagé en fin de semaine dernière, lorsqu'il a visité le site du port, qui d'ailleurs, soit dit entre parenthèses, fait penser vraiment à Ground Zero, à ce qui s'est passé à New York avec les attentats contre les deux tours. On a l'impression d'un paysage apocalyptique. Eh bien, vous avez vu comme moi cette image étonnante où Macron se promène avec son escorte et une femme sortie des rangs tout d'un coup lui dit en français: surtout ne donnez pas d'argent à notre gouvernement, surtout ce qui était on se demande comment ils ont pu filmer ça, mais ça en dit long. Alors d'un côté ça confirme ce que vous dites, c'est que l'aide étrangère il en faut, mais il faut qu'elle arrive dans de bonnes mains, ce qui n'est pas du tout évident. Mais en même temps, on peut se demander, en ce qui concerne le gouvernement français, quel est le sens de la remarque qu'a faite à son retour à Paris Emmanuel Macron quand il a interpellé, pour ainsi dire, le président Trump en lui disant, en affirmant que les mesures prises il y a quelques années par le gouvernement américain et qui ont été renforcées ces derniers mois contre le Hezbollah, des sanctions contre le Hezbollah, ne faisaient, au dire de Macron, que jeter de l'huile sur le feu et que ça incitait le Hezbollah à faire des bêtises. Est-ce que c'est pas une remarque un petit peu étonnante, surtout de la part du président d'un pays qui veut maintenant appeler une conférence internationale, qui d'ailleurs a l'air de se mettre en place avec la Russie, la Chine, la Grande-Bretagne et les États-Unis qui ont accepté de venir. Est-ce que Macron ne joue pas un double jeu, y compris par rapport au Hezbollah? Écoutez, je comprends très mal l'attitude de Macron face à Hezbollah et promettant à Hezbollah de ne pas se joindre aux sanctions internationales si jamais le tribunal international trouvait que Hezbollah était le responsable. C'est tout simplement aberrant que ce soit l'attitude de la France. Ce qu'il y a de certain, c'est que la configuration actuelle de l'aide au Liban demande de la part je dirais, des donateurs, une transparence. Cette transparence, elle dépend en premier lieu du fait que les ports et l'aéroport et les passages frontaliers entre le Liban et la Syrie soient sous contrôle de l'État et non pas sous contrôle de Hezbollah. Et cela, Hezbollah s'oppose. À cause de son opposition, la Banque internationale a refusé d'injecter 10 milliards de dollars pour le Liban pendant des mois. Donc, est-ce que cela va changer aujourd'hui? Donc, ce dont j'ai l'impression, c'est que Macron a l'impression que si jamais l'Occident n'entre pas très vite dans cette ouverture vers le Liban, que l'Occident va être remplacé en premier lieu, on le voit déjà par la Turquie, peut-être par l'Iran, et par d'autres acteurs. La Chine qui est derrière tout le monde aussi. Et surtout la Chine, parce que Hezbollah, les porte-paroles de Hezbollah ne font que parler de la Chine et de l'aide de la Chine, que l'aide de la Chine n'est jamais conditionnée. Elle est tout simplement économique, elle est basée sur le business, donc ils préféraient avoir des fonds venant de Chine. C'est pour cela d'ailleurs que cette espèce de course à celui qui va arriver le premier pourrait servir au Liban, mais comme elle pourrait être malheureusement au détriment de tous ceux qui essaient de limiter la liberté de manœuvre de Hezbollah au Liban. Lorsque nous étions entretenus il y a à peu près 2 mois de la situation désastreuse au plan socio-économique en Syrie, mais aussi au Liban, vous aviez évoqué ce fameux prêt du FMI, du Fonds monétaire international, qui était conditionné justement par des mesures politiques anti-Hezbollah, un prêt de 10 milliards de dollars. J'ai rappelé tout à l'heure en exergue que ce drame, ce désastre à Beyrouth est chiffré à peu près au moins à 15 milliards de dollars de pertes. Alors là,
on a un Liban qui se retrouve complètement deux genoux à terre, avec non seulement donc ce prêt qu'il n'a pas obtenu du FMI, puisqu'il était conditionné par des exigences politiques, et puis maintenant 15 milliards de dollars de plus. À quel montant pouvez-vous estimer ou prévoir que la conférence dont nous parlons va pouvoir aider le Liban? Est-ce qu'on parle de sommes astronomiques qui dépassent 20 milliards de dollars ou plus encore? Écoutez, on parle exactement de sommes astronomiques. Ce sont des donations qui ne seront jamais rendues. Il faut savoir que c'est de l'argent que l'Occident et que les donateurs vont injecter dans le système libanais en sachant, a priori, qu'il n'y aura pas un remboursement de cet argent-là. Donc c'est pour cela, à mon avis, on ne parlera pas de dizaines de milliards de dollars, on parle je dirais, d'une somme assez raisonnable pour essayer d'aider un tout petit peu le pays à respirer. Donc moins que des dizaines de milliards de dollars. Moins que des dizaines de milliards de pays. Il faut qu'on s'habitue à l'idée que le Liban du passé, la Suisse du Moyen-Orient est terminée, elle n'existe plus. C'est plutôt un Venezuela, je dirais, dépassé. C'est Venezuela moins, et non pas Venezuela plus. Écoutez, alors j'ai écouté ces derniers jours différentes analyses de gens qui se disent spécialistes du Liban et entre autres, ces analyses concouraient à établir trois grands types de scénarios. Peut-être que c'est votre avis et peut-être que vous allez en trouver d'autres. Premier scénario, je fais là une synthèse de plusieurs interventions, c'est il y aurait dans les jours qui viennent, dans les semaines qui viennent, un développement considérable des manifestations contre le Hezbollah, comme celles qu'on a vues le week-end dernier et qui prendraient une ampleur totalement déstabilisante, avec donc une sorte de révolution libanaise. Premier cas de figure. Second cas de figure, un éventuel coup de force des généraux de l'armée qui voudraient faire un petit peu table rase et prendre en main les affaires. Et puis, il y a le troisième scénario qu'on a évoqué, mais qui n'est difficilement applicable au plan politique, c'est une prise en main internationale par donc une sorte de charte internationale qui, au moins sur Beyrouth, peut-être pas dans tout le Liban, établirait donc un certain contrôle de l'ONU, de l'Union européenne, et un certain nombre de pays. Alors, est-ce que pour l'instant, on est, comment dire en hébreu, parashat drachim, on est au carrefour, on ne sait pas très bien vers où les choses vont aller, mais est-ce que ce sont les trois grandes directions possibles d'après vous ou il y en a d'autres? Écoutez, à mon avis, à mon humble avis, qui suit le Liban, le malheureux Liban, je pense que nous arrivons très vite à une impasse, à une paralysie du système politique libanais. Il y aura une démission, je dirais, du Parlement, certainement, parce que les choses ne vont pas se passer comme elles le sont aujourd'hui. On a vu déjà les ministres qui ont essayé de calmer la population manifestante, qui ont été chassés à coups de bâton et avec des insultes. Donc, ce qui va se passer, il y aura je dirais, une lutte pour le pouvoir entre Hezbollah et ses alliés et entre l'opposition, donc c'est entre Hariri, les Druzes de Jumblat et les chrétiens des phalanges et du parti et des forces libanaises. Cela va évoquer malheureusement le passé où il n'y avait pas de parlement pendant 2 ans, il n'y avait pas de président pendant 2 ans. Donc les prochaines élections devaient se passer en 2022, donc elles se passeront. Si elles se passent, elles vont se passer la semaine prochaine ou la semaine d'après ou dans 2 mois, très vite, ou bien rien ne va se passer. Si rien ne va se passer, c'est comme l'a dit hier Hassan Nasrallah, il dit, ça veut dire qu'il n'y a pas d'État libanais. Si rien ne va changer, cela veut dire qu'il n'y aura pas d'État libanais. Il y aura une entité, je dirais, qui est amorphe, on ne sait pas trop, qui a une constitution, qui a un président, qui a un parlement, qui ne sert à rien. Qui ne sert à rien. Et là, je dirais, dans cette perspective, la seule, je dirais, la seule lumière à l'horizon est le fait que la population libanaise à l'étranger, en exil, est 3 fois la population libanaise qui est sur le terrain à Beyrouth. Et c'est elle qui envoie chaque fois de l'argent pour les familles qui sont restées au Liban. On parle de 6 à 8 milliards de dollars par an. Sans cet argent-là, le Liban coulera totalement.
ce qui veut dire que les règles appliquées aujourd'hui qui limitent l'utilisation des devises et qui essaient de sauver, je dirais, la Banque centrale libanaise, il y aura, je dirais, un libre commerce parce qu'autrement, les Libanais ne pourront pas subsister. Un Liban en chute libre qui est au bord du gouffre, c'est le moins qu'on De la puisse dire, faillite. et, et de la faillite. Il y a quelques jours, le représentant qui est en train d'ailleurs de quitter son poste de l'ONU, le représentant israélien à l'ONU, Danny Danon, est intervenu devant un public juif à New York en rappelant les positions israéliennes. Et je cite ce qu'il a dit, je crois que c'était donc samedi dernier, nous devons tous, et il ne parlait pas seulement d'Israël, demander davantage au gouvernement libanais, notamment qu'il expulse le Hezbollah du gouvernement et de la frontière avec Israël. Et il ajoute, en rappelant ses discours antérieurs, l'an dernier, lorsque je m'étais adressé au Conseil de sécurité de l'ONU, donc à Danon, j'ai dit très clairement que le port du Beyrouth était devenu le port du Hezbollah et nous avions, nos services nos services de renseignement savaient ce que le Hezbollah faisait dans ce port en manipulant toutes sortes d'armes, comme on le disait tout à l'heure. Et il conclut en disant nous respectons tous le peuple libanais et nous savons qu'il souffre. Mais en l'occurrence, il faut maintenant que la communauté internationale fasse de l'ordre dans cette situation. Et il reprécise encore, je pense que le gouvernement israélien devrait aider. Bon, ça, on a vu que c'était le cas. Pour l'instant, il n'y a pas de réponse. Le gouvernement libanais dans cette crise. Mais il faut en compensation que les choses soient remises en place. Est-ce que vous croyez que en tout cas, c'est une demande israélienne, mais si elle n'est qu'israélienne, elle n'aura pas d'effet? Est-ce que vous pensez, on en parlait tout à l'heure, que les communautés internationales pourraient, entre guillemets, marchander son aide par je dirais, une restructuration minimale? Je me demande parfois si nos politiques savent où est-ce qu'ils vivent. S'ils savent que nous sommes au Moyen-Orient, s'ils connaissent la réalité autour de nous, est-ce que vous pensez logique, possible, imaginable aujourd'hui que le gouvernement libanais qui dépend de Hezbollah puisse faire pression sur Hezbollah? C'est tout simplement aberrant. C'est tout simplement dire des choses qui ne sont pas applicables. C'est tout simplement vendre une camelote aux Américains qui n'existe pas sur le terrain. Qui n'existe pas sur le terrain. Il y a un effet double. Il y a des sanctions américaines contre Hezbollah et contre le Liban et contre, je vous rappelle, la loi de César. Cette loi commence à étrangler le Liban. D'un côté, on essaie d'étrangler Hezbollah, mais Hezbollah, au lieu de se sentir en train de suffoquer, reçoit de l'aide de l'Iran, reçoit des revenus du port, de l'aéroport, d'un peu partout. La contrebande est son principal revenu. Et le Liban, le gouvernement libanais se trouve tout simplement dans l'impossibilité de faire quoi que ce soit. Je vous rappelle, il y a à peine 2 semaines, Israël parlait d'attaquer les infrastructures libanaises pour essayer, si jamais Hezbollah tirait ou faisait une opération contre Israël. Je vous demande maintenant, est-ce que vous pensez que cette option est réelle aujourd'hui? Est-ce qu'Israël peut se permettre d'abattre un pont au Liban sans avoir toute l'opinion mondiale, tout l'Occident, France, Allemagne, Angleterre, toute l'Europe et les États-Unis sur le dos? On dit vous êtes fous, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Déjà, alors, d'après cette analyse, Jacques, alors c'est un peu l'inverse de ce qu'on semblait dire en avançant que le Hezbollah était maintenant isolé, très coincé, parce que paradoxalement, cette situation peut préserver le Hezbollah. D'ailleurs, ça m'amène à ma dernière question. On a vu lors du dernier round, lorsque il y a 3 semaines, un soldat, un membre du Hezbollah a été tué dans un bombardement sans doute israélien en Syrie, que le Hezbollah finalement a fixé avant le désastre de Beyrouth de nouvelles règles du jeu avec Israël, à savoir que il lui incombait, lorsque Israël faisait des raids en Syrie jusque-là, il ne répondait pas, mais maintenant, non seulement il a déjà fixé que
si Israël faisait des victimes dans ses rangs lors d'interventions au Liban, ben, il riposterait chaque fois. Mais maintenant, ça semble toucher aussi la Syrie. Et donc, le Hezbollah fait monter les enchères en portant atteinte à la force de dissuasion de Tsahal. Et en même temps, se surajoute un élément humanitaire de ce désastre qui fait qu'aujourd'hui, les intentions israéliennes de punir le Hezbollah au cas où il se hasarderait à attaquer Israël d'une manière ou d'une autre ou à faire tel ou tel rêve, aujourd'hui sont encore plus paralysés. Est-ce que c'est pas le moment pour Israël, malgré tout, sans penser évidemment s'attaquer à des infrastructures civiles, mais de faire, si le besoin se présentait, de punir le Hezbollah lui-même, si tant est qu'on puisse le faire? Alors, vous allez attaquer une base de missiles à Beyrouth qui est dans un milieu urbain et vous allez tuer avec 20 Libanais. Est-ce que vous pensez qu'Israël peut supporter ce choc-là? Ce qui était vrai avant ne l'est plus aujourd'hui. La preuve, Hezbollah aujourd'hui s'occupe de lui-même. Il n'a pas le temps de s'occuper d'Israël. Il ne va pas s'occuper d'Israël pour l'instant, quoique il ne faut pas oublier que quand il y aura l'occasion, peut-être que Hezbollah va agir. Mais simplement, il agira dans d'autres circonstances. Aujourd'hui, sa principale mission est de survivre la crise politique au Liban, de ne pas se mettre à dos toute la population libanaise, parce que quand ça se passe de cette façon-là, ce n'est pas une seule entité, c'est les manifestants en tant que groupe. Et là, le Hezbollah voudra réagir. Je vous rappelle, en 2008, quand le Hezbollah était sous pression, en 3 jours, il a pris possession de toutes les institutions à Beyrouth. Ces milices ont tout simplement attaqué les institutions libanaises et en un rien de temps, il était là sur place. Donc, il faut s'attendre à tout parce qu'il s'agit ici, effectivement, d'une corde sur laquelle on a présenté à Hezbollah. Et Hezbollah ne va pas se pendre d'une façon, je dirais, en se portant volontaire à le faire. En tout cas, ce que vous dites est corroboré par ce que nous avons, vous et moi, constaté, c'est que pour la première fois dans un discours, on en parlait tout à l'heure au début de notre échange, Nasrallah a tout de suite dit d'emblée, à part sa phrase sur je connais mieux le port de Haïfa que le port de Beyrouth, qui est une pirouette, mais il a dit au départ, je ne parlerai pas cette fois-ci, une fois n'est pas coutume, de l'ennemi israélien. C'est-à-dire que c'est une manière, comme vous le disiez, de reconnaître de manière pathétique que son souci aujourd'hui, c'était pas ce qui se passe au sud, c'est ce qui se passe autour de lui en quelque sorte. Et donc, à vous écouter, on a l'impression que tout est possible. C'est la roulette libanaise en quelque sorte. Ouais. Le feu a pris dans la brousse. Il faut faire attention de ne pas se prendre au piège. En tout cas, merci Jacques pour toutes ces précisions. Je vous souhaite une bonne semaine et à bientôt.